Aristote, le traité de l'âme. La cause du mouvement. Il apparaît qu'il y a de toute façon deux facultés motrices, le désir et l'intellect, à la condition de regarder l'imagination comme une sorte d'intellection, souvent en effet se détournant de la science. Les hommes obéissent à leur imagination. Et chez les animaux, autres que l'homme, il n'y a ni intellection ni raisonnement, mais seulement imagination. Ces deux facultés, l'intellect et le désir, sont donc l'une et l'autre motrices selon le lieu. J'entends l'intellect qui raisonne en vue d'un but, autrement dit l'intellect pratique, lequel diffère de l'intellect théorétique par sa fin. Tout désir aussi est en vue d'une fin, car ce qui est l'objet du désir, c'est là le principe de l'intellect pratique, et le dernier terme de la discussion est le point de départ de l'action. Il apparaît donc raisonnable de regarder comme motrices ces deux facultés, à savoir le désir et la pensée pratique. En effet, le désirable meut, et c'est pour cela que la pensée meut, attendu que son principe est le désirable. De même, l'imagination, quand elle meut, ne meut pas sans le désir. Il n'y a ainsi qu'un seul principe moteur, la faculté désirante. Car s'il y en avait deux, je veux dire l'intellect et le désir, pour mouvoir, ils seraient moteurs en vertu de quelques caractères communs. Mais en réalité, l'intellect ne meut manifestement pas sans le désir. Le souhait réfléchi, en effet, est une forme du désir. Et quand on se meut suivant le raisonnement, on se meut aussi suivant le souhait réfléchi. Le désir, au contraire, peut mouvoir en dehors de tout raisonnement, car l'appétit est une sorte de désir. Seulement, l'intellect est toujours droit, tandis que le désir et l'imagination peuvent être droits ou erronés. Aussi est-ce toujours le désirable qui meut, mais il peut être soit le bien réel, soit le bien apparent. Non pas tout bien d'ailleurs, mais le bien pratique, et le bien pratique c'est le contingent et ce qui peut être autrement. Que ce soit donc une telle faculté de l'âme, celle qu'on nomme le désir qui imprime le mouvement, c'est évident. Quant à ceux qui divisent l'âme en parties, s'ils la divisent et partagent d'après ses puissances, il en résulte un très grand nombre de parties. Une nutritive, une sensitive, une noétique, une délibérative, et maintenant en outre une désirante, car ces dernières diffèrent plus les unes des autres que la partie appétitive de la partie impulsive. Et puisqu'il naît des désirs contraires les uns aux autres, ce qui arrive quand la raison et les appétits sont contraires, fait qui ne se produit d'ailleurs que chez les êtres qui ont la perception du temps, en effet, l'intellect commande de résister en considération du futur, tandis que l'appétit n'est dirigé que par l'immédiat, car le plaisir présent apparaît comme absolument agréable et bon absolument, parce qu'on ne voit pas le futur. Il s'ensuit que le principe moteur doit être spécifiquement un. Et c'est la faculté désirante en tant que faculté désirante, et le premier de tout, le désirable, car celui-ci meut sans être mu, par le seul fait d'être pensé ou imaginé, bien que numériquement les principes moteurs soient multiples. Puisque tout mouvement suppose trois facteurs, le premier étant le moteur, le second ce par quoi il meut, et le troisième le mue, qu'à son tour le moteur est double. D'une part, ce qui est immobile, d'autre part, ce qui est à la fois moteur et mu. Il s'ensuit qu'ici, le moteur immobile, c'est le bien pratique, le moteur mu, le désirable, car le mu est mu en tant qu'il désire, et le désir est une sorte de mouvement, ou plutôt un acte. Et le mu, l'animal. Quant à l'instrument par lequel meut le désir, c'est dès lors quelque chose de corporel. Aussi est-ce dans les fonctions communes au corps et à l'âme qu'il doit être étudié. Pour le moment, qu'il nous suffise de dire d'une façon sommaire que ce qui cause le mouvement par le moyen d'organes se trouve au point où le commencement et la fin coïncident, comme par exemple la jointure. Là, en effet, le convexe et le concave sont le premier fin et le second principe. C'est pourquoi le concave est en repos et le convexe en mouvement, et qu'ils sont logiquement distincts tout en étant inséparables dans l'étendue. Car tout se meut par poussée et par traction. Par suite, il doit y avoir, comme dans un cercle, un point en repos
d'où part le mouvement. En général, donc, ainsi que nous l'avons dit, c'est en tant que l'animal est doué de désir qu'il est son propre moteur. Mais il n'est pas doué de désir sans l'être d'imagination. Et toute imagination à son tour est rationnelle ou sensitive. C'est donc celle-ci que les animaux autres que l'homme ont aussi en partage.